Ordre de travail, numéro 734. Une demande ordinaire, qui ne se distingue en rien des dizaines d'autres reçues quotidiennement. La formulation est courte. Engorgement, secteur industriel. Pour les services communaux, c'est une routine standard. Se rendre sur place, inspecter, nettoyer, établir un procès-verbal. Personne ne se doute que derrière cette ligne du journal de travail se cache quelque chose qui changera non seulement leur journée, mais déclenchera également l'une des enquêtes les plus retentissantes de ces dernières années. L'équipe se rend sur place. Le chef, le chauffeur et le technicien. Tous trois sont expérimentés, leurs mouvements sont rodés, sans précipitation. Le quartier est en périphérie de Nairobi, une ancienne zone industrielle, depuis longtemps désaffectée. Des clôtures rouillées, des hangars vides, une route poussiéreuse sur laquelle il semble n'y avoir pas eu de véhicule depuis des années. Selon le plan, un collecteur enfoui, datant des communications britanniques, devrait passer ici. Une simple vérification. S'assurer qu'il n'y a pas d'engorgement, faire une marque, revenir. Mais dès les premières minutes, quelque chose ne va pas. Les coordonnées correspondent, mais l'objet sur place n'est pas le bon. Au lieu d'un terrain ouvert, une immense structure en béton, d'apparence ancienne, mais étrangement bien entretenue. Aucune trace de destruction, ni déchets, ni végétation autour. Le béton est lisse, sans fissure, comme s'il avait été récemment nettoyé. L'impression était que cet endroit était maintenu en ordre, bien qu'il devrait officiellement être abandonné. Le chef d'équipe sort une carte et la compare au plan. L'incohérence est de 100%. Sur les papiers, le vide. Sur le terrain, un objet massif dont il n'y a aucune mention dans aucune base de données urbaine. Aucune plaque, marquage, signe d'identification. Cela ne ressemble plus à une erreur, mais plutôt à quelque chose que personne n'aurait dû savoir. Les ouvriers inspectent le périmètre. Au début, tout semble silencieux, mais après quelques minutes, le technicien remarque un son étrange. Un bourdonnement, grave, régulier, comme venant du sous-sol. Pas aigu, pas fort, mais plutôt un fond sonore, constant. Tous trois se taisent et tentent d'en déterminer la source. Ils coupent le moteur de la voiture, et le bourdonnement devient plus distinct. Ce n'est ni un équipement technique, ni une ventilation. Le son n'a pas de rythme. Il ne ressemble ni à une pompe, ni à une turbine. Il est juste là, comme si quelque chose bougeait lentement à l'intérieur du vide. Il longe le mur, écoutant attentivement. À un endroit, le bourdonnement s'intensifie nettement. La terre sous leurs pieds s'enfonce légèrement, et un léger coup de botte produit un son métallique. Ils commencent à déblayer la zone. Quelques minutes plus tard, il devient visible, sous une couche de poussière et de sable. Une trappe est cachée, lourde, en métal sombre, sans rouille, sans aucune désignation. Elle n'est clairement pas municipale. De tels couvercles ne sont pas utilisés pour les systèmes de drainage. Le chef essaie de la soulever avec un pied de biche, mais le couvercle ne cède pas. Comme s'il était soudé ou cimenté sur le pourtour, il décide de ne pas aller plus loin. Selon les instructions, lors de la découverte de structures inconnues, il faut immédiatement arrêter le travail, enregistrer la découverte et transmettre les données au centre de dispatching. Le chef sort son téléphone, prend 3 photos de la trappe, un plan général et note les coordonnées. Ensuite, il appelle le service de permanence et fait un bref rapport. Anomalie sur le site. Une structure en béton non répertoriée a été découverte. Une source sonore de nature non mécanique a été enregistrée. Une vérification est requise. L'agent de permanence demande l'heure, 11h42. La demande est enregistrée et dans la colonne « Transmise », il apparaît la mention « Police de Nairobi ». Les ouvriers restent encore un certain temps sur place, discutant entre eux de ce que cela pourrait être. Les versions sont nombreuses. Un ancien dépôt militaire, un bunker technique, une sous-station, mais aucune d'entre elles n'explique le son. La trappe est trop solide, le béton trop frais, et autour, trop propre. 20 minutes plus tard, une patrouille arrive sur les lieux. 2 officiers, sans hâte, avec la courtoisie habituelle. Ils prennent les coordonnées, inspectent la zone et demandent aux ouvriers de ne pas partir tant qu'un ingénieur de l'inspection municipale n'est pas arrivé. À ce moment-là, personne, ni les policiers, ni les services communaux, ne se doute que cet appel a déclenché une chaîne d'événements qui mènera bientôt à une découverte qui secouera toute la ville. Ce qui avait commencé comme une simple vérification d'un engorgement devient le premier maillon d'une enquête qui révélera un réseau caché et mènera l'enquête dans des souterrains dont les cartes officielles se sont tues pendant des décennies. Le rayonnage d'archives numéro 14 se trouve au fond du couloir, où peu d'employés se rendent. Il y fait toujours un peu frais, les lampes clignotent, et la poussière au sol n'est plus nettoyée. Il n'y a pas d'intérêt.
on n'y va presque jamais. Sur les étagères métalliques, des dossiers aux couvertures grises et aux inscriptions passées, disparus, mineurs. Ils sont rangés serrés, parfois en 2 couches. Sur les tranches, des dates. 2005, 2007, 2011, 2015, 2018. Chaque dossier est une histoire figée à laquelle personne n'est jamais revenu. Lorsque l'on en ouvre un, la première chose qui frappe est l'uniformisation. Tout est présenté selon le modèle. Numéro d'enregistrement, nom du déclarant, adresse, date de disparition. Et ensuite, des champs vides. Les feuilles ont jauni sur certaines, le tampon du poste de quartier est à peine visible. L'écriture est différente, parfois hâtive, parfois soignée. Mais le sens est toujours le même. Quelqu'un a disparu et personne ne sait comment. De 2005 à 2023, 487 de ces affaires se sont accumulées dans ces archives. Des familles différentes, des circonstances différentes, mais la structure se répète. Des adolescents des quartiers périphériques disparaissaient, des frères et sœurs cadets de familles nombreuses, des jeunes qui travaillaient sur les marchés ou vivaient simplement près des zones industrielles. Aucun d'entre eux n'était directement lié, mais tous les cas provenaient des mêmes quartiers, où la police n'apparaissait qu'en cas d'urgence. Chaque affaire a une courte histoire. Dans un procès-verbal de 2008, une femme écrit « Il jouait près de la route. Je me suis retourné 1 minute. » C'est la seule phrase de la déclaration, à part la signature. Ni l'heure exacte, ni les témoins. Immédiatement après, la formulation. Aucun signe de crime n'a été trouvé. D'autres mesures sont inutiles. 9 ans plus tard, une affaire similaire. 2017, un autre quartier, un autre inspecteur, une autre écriture. Il n'est pas rentré de l'école après les cours. Ni les noms des enseignants, ni les témoignages. Dans la colonne « Résultat de la recherche », un tiret. Dans la colonne « Dernier contact », une date, et en face, une note au crayon, non trouvée. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est un schéma. Le même scénario est tiré sur des décennies. Des enfants disparaissaient, des enquêtes commençaient, puis stagnaient, et 1 an plus tard, les affaires allaient aux archives, là, sur les étagères inférieures, d'où personne ne les ressortait plus. Si l'on regarde les statistiques, tout devient encore plus évident. 95% des déclarations concernent des familles à faible revenu. Ce sont des bidonvilles, des banlieues, des campements temporaires où il n'y a pas d'enregistrement permanent. Les gens ne pouvaient souvent même pas remplir correctement la déclaration. Certains n'avaient ni pas de passeport, d'autres ne connaissaient pas l'adresse exacte. De ce fait, une partie des signalements n'était pas officiellement enregistrée. Il en résultait que la personne avait disparu, mais sur le papier, personne ne la cherchait. Les enquêteurs travaillant sur ces affaires se succédaient. Ils partaient, étaient mutés, démissionnaient. Personne ne faisait de lien systématique. Chacun pensait travailler sur un cas isolé. Les documents des postes de quartier arrivaient dans la base de données de la ville, puis aux archives. Certains n'y arrivaient même pas, perdus en cours de route ou retournés avec la mention « données insuffisantes ». Dans ces dossiers, copies de passeport, photos jaunies, enregistrements de vieilles caméras, faits sur VHS. Parfois, une feuille était jointe au dossier avec la mention « sans résultat ». C'est tout ce qui restait. La dernière synthèse de toutes ces affaires date de 2021. Depuis, aucune nouvelle entrée, aucune tentative de rouvrir l'enquête. La plupart des affaires ont officiellement le statut de « cold case », affaire classée. C'est un terme sec qui, en réalité, signifie une chose. L'enquête est interrompue, non pas parce qu'elle a été résolue, mais parce qu'il n'y a plus de ressources. Personne ne se rend sur place, ne mène d'interrogatoire, ne fait de demande aux hôpitaux. Tout s'arrête simplement. Dans un rapport, le chef de service écrit directement « Aucune action d'enquête active n'est menée. Le potentiel de résolution est inexistant. » Cette phrase devient un jugement de fait, non pas pour le criminel, mais pour les affaires elles-mêmes. Cette situation a perduré jusqu'au printemps 2023, jusqu'à ce que cette même entrée soit enregistrée dans le système, courte, technique, faite par le chef de l'équipe communale. Coordonnées, mention d'un son étrange, heure 11h42. Personne alors n'a fait le lien entre cet appel et les archives. Personne n'aurait pu imaginer que c'est lui qui ferait remonter des étagères inférieures un dossier qui avait été considéré comme désespéré pendant près de 20 ans. Et c'est à partir de ce moment que tous ces chiffres, 487 disparus, 487 affaires abandonnées, cesseront d'être des statistiques, car pour la première fois depuis de longues années, il y aura une chance qu'au moins l'une d'entre elles obtienne une réponse.
l'équipage de patrouille numéro 52 est arrivé sur les lieux de l'appel à 11h56. En service se trouvaient le sergent Mwangi et le constable Kariuki, un duo habituel qui devait terminer son service 2 heures plus tard. L'appel relevait de la catégorie anomalie d'infrastructure et initialement, personne ne supposait qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux. De tels messages sont fréquents, vieilles mines, déversements illégaux, parfois de simples fausses alertes. Mais déjà à la voix du répartiteur transmettant les coordonnées, une tension se faisait sentir. Il a précisé: les services communaux ont signalé une trappe métallique sans marquage. Ils disent qu'un son étrange provient de l'intérieur. La zone industrielle où ils sont arrivés ressemblait à des centaines d'autres. Des entrepôts semi-détruits, un terrain envahi par la végétation, des conteneurs abandonnés. Le soleil était haut, la chaleur intense, l'air immobile. Les ouvriers communaux qui avaient fait l'appel attendaient près du fourgon. 4 hommes en gilets orange, silencieux et visiblement nerveux. L'un d'eux s'est immédiatement approché de la patrouille et a désigné une plateforme en béton à 20 mètres de la route. Là, au milieu des mauvaises herbes et des fissures, une dalle carrée parfaitement lisse était visible, comme si quelqu'un l'avait coulée récemment, bien que tout le reste du béton environnant fût vieux et fissuré. Les officiers vérifient avec la tablette. Sur les images satellites et la carte de la ville, rien. Ni collecteur, ni drainage, ni ligne souterraine. Même sur les schémas d'ingénierie auxquels ils avaient accès, cette zone était désignée comme « abandonnée ». Mwangi s'est accroupi, a frappé le couvercle métallique avec un pied de biche. Le son était sourd, avec un écho, ce qui signifiait qu'il y avait un vide sous la dalle. Le constable a enregistré les coordonnées, a pris quelques photos avec le téléphone de service. Tout ressemblait non pas à une vieille structure, mais à un objet récemment installé dont personne ne savait rien. Ils décidèrent de soulever le couvercle pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une évacuation d'urgence ou d'un déversement illégal. Le mécanisme s'avéra étrangement rigide. En soulevant le couvercle, ils sentirent un air dense et lourd s'en échapper. Et presque immédiatement, une odeur les frappa. Pas seulement des égouts, pas de produits chimiques. C'était une odeur difficile à décrire, mais qui les fit instantanément reculer instinctivement. Un mélange de putréfaction, d'humidité et de quelque chose rappelant du plastique brûlé. L'air était chaud, dense, avec un arrière-goût métallique. Un des officiers se couvrit aussitôt le visage de la main, l'autre nota dans son rapport « forte odeur organique constatée ». Plus tard, les experts préciseront « l'air contenait effectivement des composés d'origine organique ». Mais à ce moment-là, personne ne comprenait encore l'importance de cette observation. Selon le protocole, une inspection devait être effectuée. Un officier restait en surface, le second descendait. Le sergent Mwangi fixait la corde à un support métallique, enfilait des gants, allumait sa lampe de poche et sa caméra pectorale. Le faisceau lumineux éclairait le niveau inférieur, un passage étroit, descendant en pente. Les murs en béton brut, par endroits recouverts de plaques métalliques, le sol présentant des traces d'humidité. Descendant lentement, il sentait la température baisser. L'air devenait plus dense, et l'odeur s'intensifiait. À environ 3 mètres de profondeur, la lampe de poche captait un mouvement. Au début, il pensa que c'était simplement le reflet de la lumière sur une goutte d'eau. Mais ensuite, l'ombre se déplaça, comme si quelqu'un s'était agité. Le sergent s'immobilisa, écouta. Du fond montait un souffle faible et irrégulier. Il donna un signal vers le haut, court, conventionnel, et continua sa descente. Au niveau du sol du tunnel, la lampe de poche accroche des contours irréguliers. Au début, on dirait des sacs ou des chiffons, mais l'un d'eux change de position. Une seconde plus tard, il devient évident, c'est une personne, faible, émaciée, assise contre le mur. Le sergent fait un pas en avant, dirige sa lampe et voit plusieurs autres silhouettes. Elles bougent, mais très lentement. Certaines lèvent la tête, clignent des yeux à la lumière. À ce moment, à la radio, on entend sa voix haletante. « Je vois des gens, je répète, je vois des gens. » En surface, le constable se tend, demande « Combien ?» La réponse vient après une pause « Beaucoup ». Quelques secondes plus tard, il ajoute « Il semble que tous soient run ». Pendant qu'en haut on contacte le répartiteur, du fond du tunnel commencent à monter des sons. Pas des cris, pas de la parole, juste une multitude de voix, se fondant en un bourdonnement. Quelqu'un appelle, quelqu'un pleure, quelqu'un chuchote simplement. Le bruit se répercute sur les murs, donnant l'impression qu'il y a une salle entière pleine de monde sous terre. À 12h15, le poste de garde enregistre l'appel. Local souterrain, non identifié, grand nombre de personnes,
état inconnu. Le code 1033 est attribué. Situation d'urgence. 7 minutes plus tard, la première équipe spéciale quitte déjà la base. La zone est bouclée. Les ouvriers sont éloignés à une distance de sécurité. Pour les officiers postés près de la trappe ouverte, tout ressemble à un cauchemar surgi de nulle part. Ils étaient venus pour un appel ordinaire et en quelques minutes, ils étaient les témoins de ce qui sera plus tard appelé la plus grande découverte de l'histoire de la ville. Sous la couche de béton, sous une zone industrielle banale, commençait une histoire qui allait tout changer, de la police municipale aux agences internationales. À partir de ce moment, la trappe accidentelle devient le point de départ d'une enquête qui révélera un système soigneusement caché depuis des années, existant juste sous les pieds des habitants de Nairobi. 20 minutes après l'alerte, un groupe d'enquête et d'opération est arrivé sur le site de l'ancienne zone industrielle. Plusieurs voitures, des ambulances, un fourgon technique et un laboratoire mobile. Le quartier était déjà bouclé à ce moment-là. Des patrouilles avaient tenté de bloquer les accès et des dizaines de personnes s'étaient rassemblées autour. Ouvriers, habitants des maisons voisines, journalistes qui avaient, d'une manière ou d'une autre, eu vent de l'appel. Sur la plateforme en béton, où quelques heures plus tôt se trouvaient les agents des services communaux, un véritable quartier général s'était maintenant déployé. Les premiers à descendre furent les spécialistes du service de criminalistique. L'éclairage fut installé temporairement, des projecteurs sur trépied. Dès qu'ils allumèrent la lumière, il devint évident que sous terre, il n'y avait pas qu'une simple pièce. C'était un réseau, plusieurs couloirs convergeant vers un compartiment central. Les murs étaient lisses, avec une géométrie nette, comme s'ils avaient été construits non pas de manière artisanale, mais selon un plan. Les voûtes étaient en arc, la ventilation était évacuée au plafond, le sol était damé. Le long des murs, des traces d'anciennes cloisons métalliques. Et au fond, une large porte menant à un entrepôt. Quand les spécialistes sont entrés, il est devenu évident que ce n'était pas un abri temporaire. Tout était trop bien pensé, des pièces séparées, des étagères, des couchettes improvisées, des restes de vaisselle en plastique. Sur les murs, des fils, des restes de lampes d'éclairage, et partout, des traces de présence humaine. À ce moment-là, les médecins avaient déjà remonté les premières personnes. Elles étaient épuisées, dans un état physique grave. Beaucoup ne pouvaient pas parler, certaines n'ouvrirent pas les yeux à la lumière. Les médecins rapporteront plus tard épuisement extrême, déshydratation, signes de malnutrition prolongée. En surface, les équipes d'ambulance travaillaient, installant des tentes et préparant des brancards. Les policiers continuaient d'inspecter les locaux souterrains. Progressivement, de nouveaux passages s'ouvraient. Selon les premières estimations, la longueur des tunnels dépassait 100 mètres. Les couloirs se rejoignaient sur plusieurs niveaux, et à chaque niveau, des pièces séparées, comme des cellules. Quand on a commencé à compter les gens, les chiffres ont stupéfié tout le monde. D'après l'examen initial, 312 personnes ont été trouvées à l'intérieur. La plupart, jeunes, certains très jeunes. Plus tard, les médecins préciseront que beaucoup d'entre eux n'avaient pas quitté le souterrain depuis des années. Certains présentaient des signes d'avitaminose, d'atrophie musculaire, de déformation articulaire. La commission médicale a enregistré des cas d'anémie, d'infection et de perte totale d'adaptation à la lumière du soleil. Les enquêteurs poursuivirent leur travail. Dans l'une des pièces, plus près du centre du complexe, ils remarquèrent des éraflures sur les murs. Au début, ils pensèrent que c'étaient de simples fissures, mais à l'examen rapproché, il devint clair qu'il s'agissait de rangées de marques, faites avec des ongles ou un morceau de métal. Elles ressemblaient à un calendrier. Chaque trait était soigné, droit, regroupé par 7. À certains endroits, elles se croisaient, comme si quelqu'un avait compté le temps, puis s'était trompé et avait recommencé. Ce détail a bouleversé le cours de l'inspection. Il est devenu évident que les personnes en bas n'étaient pas simplement là par hasard. Elles vivaient, elles s'adaptaient, essayaient de maintenir l'ordre. Dans une autre pièce, ils ont trouvé une table improvisée, des conteneurs en plastique, des morceaux de tissu transformés en lit. Et sous l'un des murs, où se trouvait auparavant, semble-t-il, un entrepôt improvisé, gisait un emballage vide de lait en poudre. La date de fabrication y était conservée, octobre 2015. Cet objet est devenu la première preuve matérielle. L'emballage a été soigneusement placé dans un sac transparent et consigné dans le procès-verbal sous le numéro 1. Pour l'enquête, c'était crucial. Pour la première fois, il y avait un point de référence. La date elle-même signifiait que l'objet était utilisé depuis au moins 8 ans, non pas comme un abri à court terme, mais comme un lieu de détention stable et pluriannuel. Tout cela changeait complètement le contexte de l'incident.
si auparavant la police considérait la situation comme une détention illégale de personnes. Il s'agissait désormais de quelque chose de systémique, de prolongé, de planifié. Le même jour, le statut de l'enquête a été requalifié. La nouvelle formulation était officielle, sans émotion, affaire de détention illégale de longue durée d'un groupe de personnes. Ces mots sont entrés dans le premier rapport du quartier général opérationnel. Mais derrière les lignes sèches se cachait l'essentiel. Sous la ville de Nairobi, un réseau existant depuis près de 10 ans avait été révélé. Et dès le lendemain, les enquêteurs comprendront que l'ampleur de cette histoire dépasse de loin les limites d'une seule ville. La première chose que font les enquêteurs le lendemain matin est d'envoyer une demande au cadastre municipal. C'est une procédure standard, mais c'est généralement par là que commencent les affaires les plus complexes. Il faut comprendre à qui appartient le terrain où se trouvait la trappe en béton et le réseau souterrain. La réponse arrive rapidement. Le terrain est enregistré au nom d'une entreprise privée. À première vue, rien d'inhabituel. À Nairobi, de nombreux entrepôts, même anciens, sont encore enregistrés au nom de personnes morales dont personne ne se souvient depuis longtemps. Mais la suite est étrange. La société propriétaire est désignée comme Nairobi Logistics Solutions. Selon les documents, elle n'a pas été enregistrée au début des années 2000, s'occupait de logistique d'entrepôts et a été officiellement liquidée en 2010, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. Et pendant tout ce temps, le terrain n'est pas passé à l'État, pour une raison inconnue. Les enquêteurs envoient une demande supplémentaire aux archives de la chambre d'enregistrement. Ils confirment. Effectivement, l'entreprise a cessé d'exister. La direction n'est pas établie. Le dernier rapport a été déposé pour 2009. Dans la colonne « Personne responsable », vide. Apparemment, une impasse, mais l'enquête dispose d'un outil. Vérifier l'historique fiscal du terrain. Si l'entreprise est morte, personne ne devrait payer d'impôts. Et si les impôts sont payés, cela signifie que quelqu'un continue à maintenir une propriété fictive. La réponse arrive en 1 heure. Selon les services fiscaux, il n'y a pas d'arriéré pour cette propriété. Toutes les cotisations ont été versées régulièrement, chaque année, sans aucune omission. De plus, le paiement n'a pas été effectué par virement, mais en espèces, directement dans la même agence bancaire du centre-ville. C'est déjà sérieux. Les paiements en espèces sont un moyen de ne laisser aucune trace numérique, et si quelqu'un a apporté de l'argent en personne pendant des années, cela signifie que cette personne savait exactement ce qu'elle cachait. L'enquêteur demande les relevés des bordereaux de caisse. Aux archives de la banque, ils trouvent une liasse entière de vieilles quittances. L'écriture est différente, mais la signature, la même. Sur tous les documents, un seul nom est indiqué. Joseph Camo. Il se répète dans les fiches de paie à partir de 2011 et se terminant littéralement 1 mois avant la découverte de la trappe. Cette découverte modifie instantanément la direction de l'enquête. Désormais, la police ne dispose plus d'un simple terrain anonyme, mais d'un nom précis. Grâce à la base de données des citoyens, l'identité de Kamau est établie. Homme, 62 ans, ancien magasinier d'une entreprise de vente en gros, habite à 5 km de la zone industrielle, en périphérie du quartier d'Eastley. La maison est modeste, de plein pied, avec des portails rouillés et un vieux pick-up sous un auvent. Les voisins le décrivent comme une personne introvertie, presque silencieuse. Ils disent mais qu'il vit seul, sort parfois faire des courses, mais communique rarement avec qui que ce soit. Selon les documents, pas de casier judiciaire, pas de dette, pas de signe particulier. Un retraité ordinaire. Mais maintenant, c'est ce nom qui relie l'homme au complexe souterrain où plus de 300 personnes ont été trouvées. À 15h30, après une réunion au quartier général, les enquêteurs obtiennent l'autorisation du tribunal. Un mandat d'arrêt officiel est délivré contre Joseph Kamau pour interrogatoire. À partir de ce moment, son statut change. Il devient le principal suspect dans l'affaire de détention illégale de personnes. Le soir même, le groupe opérationnel se rend à l'adresse. La cour est calme, la rue vide, le soleil décline déjà. La voiture s'arrête devant le portail, les officiers sortent et prennent position. Commence la première tentative d'établir un contact avec l'homme dont le nom, comme il s'avérera bientôt, est lié à un réseau bien plus vaste qu'un simple entrepôt souterrain. Pendant que les enquêteurs cherchaient le propriétaire du terrain, un autre travail non moins important se poursuivait sur place. Dans l'hôpital de campagne improvisé, installé juste à côté de l'entrepôt, les médecins et les psychologues commençaient à interroger ceux qui avaient été sortis des locaux souterrains. Le processus était lent, épuisant. Les médecins ont constaté un épuisement sévère, une déshydratation, des signes de malnutrition chronique. Beaucoup pouvaient à peine tenir debout.
ne comprenait pas immédiatement où il se trouvait et ce qui se passait. Pour l'enquête, c'était l'une des tâches les plus difficiles, l'identification. Les gens ne pouvaient pas se souvenir de leur nom de famille, de leur adresse, de leurs parents. Certains ne donnaient que leur prénom, d'autres se trompaient d'année, d'autres parlaient si doucement que les médecins notaient chaque mot littéralement, syllabe par syllabe. Dans la plupart des cas, les souvenirs étaient des fragmentaires, des bribes de vieilles conversations, le nom d'une rue, l'odeur de la maison, le nom d'une connaissance. Cela ne donnait pas une image complète. Alors les enquêteurs ont procédé différemment. Ils ont commencé à comparer les photos avec la base de données des personnes disparues. Ce fut un travail titanesque, vérifier manuellement les visages, l'âge, l'heure approximative de la disparition. Les premières heures, rien ne correspondait. Mais ensuite, en fin de journée, la première confirmation est apparue. Une des jeunes filles, transportée à l'hôpital dans un état de grande faiblesse, figurait dans la base de données. Sa photo figurait dans une affaire de disparition de 2018. À l'époque, elle avait été recherchée pendant plusieurs mois, mais la piste s'était éteinte littéralement à un arrêt de bus au centre de Nairobi. Les parents avaient donné des interviews, demandé de l'aide à la télévision, mais l'affaire avait été classée sans suite. Il était désormais clair que pendant tout ce temps, elle se trouvait sous terre. Après cette coïncidence, le processus s'accéléra. Une deuxième coïncidence, une troisième, puis une 10e. Toutes les histoires se répétaient avec une précision effrayante. Des gens disparaissaient soudainement, en allant à l'école, au marché, pendant de petites courses. Presque tous des quartiers pauvres, des périphéries. Personne n'avait été enlevé pour de l'argent. Il n'y avait pas eu d'appel, de lettres ou de rançon. Ceux qui disparaissaient étaient ceux dont les familles ne pouvaient pas engager d'avocats, ne connaissaient pas de journalistes, n'avaient aucun lien avec les autorités. Lorsque le nombre de coïncidences dépassa les 30, l'enquête put formuler la première régularité. Toutes les victimes étaient des personnes sans surveillance adéquate, vulnérables, socialement invisibles. Leur disparition n'attirait presque pas l'attention, et c'est précisément pourquoi le système fonctionnait si longtemps. Les criminels choisissaient délibérément ceux dont l'absence ne ferait pas de bruit. Ensuite, le travail des experts médicaux a commencé. Il fallait comprendre ce qui s'était passé dans le souterrain toutes ces années. Mais les résultats de l'examen n'ont fait qu'accentuer le mystère. Il n'y avait pas de traces de coups graves, de contraintes ou d'autres signes de violence physique sur les corps. Cela détruisait complètement la première hypothèse de violence. Les enquêteurs ont également vérifié la deuxième version possible, la rançon. Mais en 18 ans, aucune des affaires ne contenait le moindre indice de demande d'argent. La version d'exploitation ne convenait pas non plus. Les personnes trouvées en bas n'avaient aucune trace de travail, ni callosité, ni blessures industrielles. Il semblait que tout ce qu'elles faisaient était simplement vivre, sans contact extérieur, sans lumière, sans sortie. Finalement, l'enquête n'avait qu'un seul fait inexpliqué. Tout ce qui se passait n'avait pas de motif habituel. Personne n'essayait d'en tirer profit, ne les utilisait comme main-d'œuvre et ne formulait d'exigences. Tout indiquait que l'isolement lui-même était le but. Quelqu'un avait créé un système fermé sous terre pendant de longues années, retenant des personnes sans raison explicable. Ce détail a changé le ton de l'enquête. Les enquêteurs comprenaient bien maintenant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un crime contre la personne. C'était quelque chose de plus grand, une organisation qui avait un but, une structure et des moyens. Et cela signifiait que le principal les attendait, comprendre qui et pourquoi il avait fallu des décennies pour cacher des personnes sous terre, au cœur même de Nairobi. L'opération d'arrestation a commencé en milieu de journée. 2 voitures des forces spéciales et un groupe d'enquête sont arrivés dans la rue où vivait Joseph Kamo. Le quartier était calme, un secteur privé, quelques vieilles maisons le long d'une route étroite. Aucun des voisins n'est sorti lorsque les policiers se sont approchés du portail. Selon la procédure standard, ils ont d'abord essayé de sonner. Il n'y a pas eu de réponse. Alors, la porte a été forcée. La maison s'est avérée petite, de plein pied, avec une cour à l'abandon. À l'intérieur, propre, mais étrangement vide. Dans la cuisine, 2 assiettes, une cuisinière à gaz, une vieille bouilloire. Dans la chambre, un lit, une table de chevet, 2 chemises. Tout ressemblait à la maison d'une personne âgée ordinaire qui vit seule et n'aime pas les invités. Mais on avait l'impression que le propriétaire était parti récemment. La poêle sur la cuisinière était encore chaude, et près de la porte se trouvaient des bottes en caoutchouc, dont la boue n'avait pas encore eu le temps de sécher. L'inspection a duré plus d'1 heure. Les enquêteurs ont fouillé toutes les pièces,
Mais rien qui reliait directement Kamau à l'entrepôt n'a été trouvé. Ni documents, ni photos, ni notes. Pas même un ordinateur ou un téléphone, rien. On avait l'impression que l'homme savait à l'avance qu'on viendrait le chercher et qu'il avait retiré tout ce qui pouvait le compromettre. Alors que les agents s'apprêtaient à partir, l'un d'eux a remarqué dans l'arrière-cour une trappe métallique, recouverte d'une feuille de contreplaqué. En dessous, une échelle menant vers le bas. Là, sous la maison, se trouvait un petit sous-sol. À première vue, un local utilitaire ordinaire. Murs en béton, lampes au plafond, caisse à outils. Mais dans un coin se tenait une nouvelle porte moderne, avec une serrure à code. De l'extérieur, elle était peinte pour ressembler à du vieux métal. Mais à y regarder de plus près, il s'est avéré qu'elle avait été installée récemment. La porte a été forcée. Derrière elle, une petite pièce d'environ 6 mètres carrés. Les murs et le plafond sont recouverts d'un matériau insonorisant. Au sol, du béton, aucun objet, meubles, traces de vie. Seulement un conduit de ventilation menant au mur arrière. Pas de fenêtre, pas de câblage, pas de signe que quelqu'un y ait vécu. Juste une pièce vide, parfaitement silencieuse. Cette découverte a changé toute la perception de la maison. Il n'y avait aucune raison domestique à l'existence d'une telle pièce. Elle ne pouvait servir ni de débarras, ni d'atelier. La ventilation et l'insonorisation parlaient d'autre chose. Cet endroit avait été créé pour que personne n'entende ce qui se passait à l'intérieur. Les experts détermineront plus tard que l'insonorisation était professionnelle. Un matériau de qualité industrielle, utilisé dans les studios et les laboratoires. L'installation était coûteuse. Cela signifiait que Kamau avait accès à des ressources qu'un ancien magasinier ordinaire n'aurait pas dû avoir. Les enquêteurs ont interrogé les voisins. Tous le décrivaient de la même manière, silencieux, solitaire, n'invitait personne. Personne n'avait remarqué que quelqu'un venait le voir. Seulement parfois, le soir, ils entendaient le bruit d'un générateur en marche, comme s'il réparait quelque chose dans le sous-sol. Un voisin a dit qu'il avait vu un jour une fourgonnette entrer chez lui la nuit, mais il n'avait pas eu le temps de retenir le numéro. Au moment de la perquisition, Kamau lui-même n'était pas chez lui. Tout indiquait qu'il avait quitté son domicile peu de temps avant l'arrivée de la police. Il avait emporté le minimum, pas de valise, seulement une veste et des documents. Les caméras de surveillance, installées à la sortie du quartier, ont filmé un homme lui ressemblant. Le matin du même jour, 3 heures avant l'arrivée du groupe. Après cela, la trace est perdue. Le soir même, la police a officiellement déclaré Joseph Kamau recherché à l'échelle nationale. Son nom et sa photo ont été publiés dans tous les journaux télévisés. Les forces de l'ordre ont averti. L'homme pourrait être dangereux, ne pas agir seul, et, éventuellement, être lié à un réseau qui opérait depuis des décennies. À partir de ce moment, l'histoire a cessé d'être locale. L'enquête concernait désormais non plus un simple homme qui s'était enfui après une suspicion, mais un maillon d'une chaîne qui, comme les enquêteurs commençaient à le comprendre, s'enfonçait beaucoup plus profondément dans une structure ayant un financement, une organisation et un accès aux données gouvernementales. Lorsque l'enquête a été mise en pause en raison de la fuite de Kamau, les enquêteurs n'avaient d'autre choix que de retourner là où tout avait commencé, à l'entrepôt. C'est une pratique courante. Après une découverte retentissante et les premiers rapports, on revient toujours pour vérifier les détails. Mais dans ce cas, le retour n'était pas une simple formalité. Le groupe avait trop d'incohérences, trop de petites énigmes techniques qui nécessitaient des réponses. Les criminalistes sont arrivés sur les lieux tôt le matin. Le territoire était déjà bouclé, sous surveillance. Ils travaillaient en combinaison de protection, masques et gants, dans les locaux. Une odeur âcre d'humidité et de quelque chose d'artificiel, impossible à définir précisément, persistait. C'était l'odeur du vieux béton, du brûlé et de l'air vicié. La ventilation, il s'est avéré, ne fonctionnait presque pas. C'est pourquoi il a été décidé de procéder à son inspection détaillée. Les spécialistes ont retiré les grilles, vérifié les puits, mesuré la profondeur des conduits. Habituellement, de tels systèmes mènent à l'une des principales conduites collectrices, mais ici, la structure était plus complexe. Elle ne suivait pas le plan, mais semblait avoir été créée manuellement, sans coordination avec les services municipaux. L'un des ingénieurs a remarqué un étrange coude menant à la paroi latérale. Lorsque la caméra y a été dirigée, l'image a montré quelque chose d'inhabituel, ni des ordures, ni des débris de construction. Là, au fond du conduit, quelque chose de mou, de dense, enveloppé dans du tissu, était coincé. L'objet a été extrait avec précaution. Il était couvert de poussière et de restes de toiles d'araignée, mais lorsqu'il a été remonté à la surface,
il est devenu évident qu'il s'agissait d'un vieux sac en toile. La corde avec laquelle il était attaché s'est désagrégée dans les mains. Le tissu s'était fendu par endroits avec le temps. Personne n'a prononcé un mot. Tous comprenaient qu'il n'y avait pas d'objet accidentel à un tel endroit. Le sac a été déposé sur une bâche en plastique. Les caméras ont été allumées. Le protocole a été activé. Il a été ouvert lentement, couche par couche, afin de ne pas endommager les preuves éventuelles. La première chose que l'on a vue, des chaussures, de petites paires, de formes différentes, mais de tailles similaires. Une partie s'était déjà désagrégée, l'autre était assez bien conservée. Par-dessus les chaussures se trouvaient plusieurs sacs à dos, vieux, abîmés, décolorés. À l'intérieur, de petits effets personnels, crayons, cahiers, bouts de papier, gomme, même un vieux porte-clés en plastique en forme de ballon de football. Quand le criminaliste a ouvert un des sacs à dos, un mince cahier d'école en est tombé. Le papier avait jauni, les bords étaient humides, mais à l'intérieur, on pouvait encore distinguer une écriture soignée. En colonne, des exemples mathématiques, des dates dans le coin, octobre 2012, sur la couverture, sur la ligne supérieure, à la main, avec un stylo à encre bleue, était écrit le nom, Samuel Njogu. Ces quelques lettres sont devenues le premier véritable point d'appui de toute l'enquête. Jusqu'à ce moment, les objets trouvés étaient anonymes, juste un ensemble d'objets, aucun signe qu'ils appartenaient à des personnes spécifiques. Et maintenant, l'affaire avait un nom, lié au passé, un nom que l'on pouvait vérifier. L'enquêteur a immédiatement demandé l'accès aux archives du département des personnes disparues. La réponse est arrivée une demi-heure plus tard. En 2012, un garçon portant ce nom était effectivement porté disparu, le quartier Kahawa West. Il avait disparu en rentrant chez lui après les cours. L'enquête de l'époque avait duré 3 semaines. Les enseignants, les voisins, même les chauffeurs de taxi collectifs avaient été interrogés, mais aucune trace. Puis l'affaire avait été classée. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, ce nom est réapparu, mais dans un autre contexte, dans un sac, caché au fond du conduit de ventilation sous l'entrepôt, où personne n'était entré depuis des années. Ce sac n'est pas seulement devenu une pièce à conviction, il est devenu la preuve que les crimes dont on parlait dans les rapports avaient un point commun, que ceux qui disparaissaient depuis des décennies ne disparaissaient pas par hasard. Quelqu'un rassemblait leurs effets personnels, les conservait, les cachait, non pas parce qu'il voulait se débarrasser des preuves, mais comme s'il les gardait. Au quartier général du groupe d'enquête, ce moment a été qualifié de tournant. C'est à partir de cet épisode qu'une nouvelle étape de l'affaire a commencé. Pour la première fois, la police a pu relier l'entrepôt souterrain à une personne spécifique d'une vieille affaire, qui était considérée comme désespérée. Après cela, les procès-verbaux d'inspection ont été réécrits. Chaque puits, chaque mètre de ventilation a été vérifié à nouveau. Les enquêteurs ont commencé à chercher d'autres sacs similaires et ont trouvé de plus en plus de signes que quelqu'un était revenu ici pendant de longues années, systématiquement, dans un but précis. Maintenant, l'histoire a cessé d'être simplement une terrible découverte des services publics. Elle s'est transformée en une affaire où chaque détail est une partie d'un grand plan réfléchi. Et la découverte du nom de Samuel Njogu est devenue le premier maillon d'une chaîne qui devait mener les enquêteurs à ceux qui se cachaient derrière tout ce système. Le cahier de Samuel Njogu a été envoyé au laboratoire le lendemain de sa découverte. Les experts savaient que sur du papier ayant séjourné plus de 10 ans dans la poussière, il pourrait ne rester aucune trace. Mais dans cette affaire, on ne pouvait se permettre de négliger le moindre détail. Le matériau a été traité avec un réactif doux, celui qui ne détruit pas le vieux papier et permet de révéler des empreintes même à travers les couches de poussière. Chaque feuille a été vérifiée sous ultraviolet, lentement, centimètre par centimètre, pour ne rien manquer. Quand les premiers contours des lignes sont apparus, un silence tendu s'est installé dans le laboratoire. Des empreintes étaient là, et pas une seule. Plusieurs petites, partiellement brouillées, appartenaient probablement à Samuel lui-même. Mais parmi elles, une autre se distinguait, plus grande, plus nette, laissée par une personne plus âgée. Celui qui tenait ce cahier entre ses mains n'était certainement pas un élève. L'expert a pris une photo haute résolution et l'a transmise aux archives numériques pour comparaison. L'empreinte a été téléchargée dans le système automatisé d'identification, en abrégé, SAI. C'est une base de données où des millions de fiches dactyloscopiques, collectées sur des décennies. Le travail du système prend généralement quelques minutes, mais dans de telles affaires, chaque attente semble une éternité. À l'écran, une barre de chargement avançait lentement. Le programme analysait les courbes des lignes, les points d'intersection,
la distance entre les spirales. Chaque correspondance était évaluée en pourcentage. Un silence complet régnait dans le laboratoire, seul le bruit des ventilateurs et le bourdonnement monotone du processeur. Les spécialistes ne quittaient pas le moniteur des yeux, comme si le résultat dépendait de l'intensité avec laquelle ils le regardaient. Quelques minutes plus tard, l'écran clignota. Sur la ligne supérieure, il était affiché « Correspondance trouvée, niveau de fiabilité 100%. » Sous cette inscription, le nom Joseph Kamau. C'était l'homme même que la police recherchait depuis plusieurs semaines. Son empreinte, découverte sur le cahier appartenant à l'un de ceux qui étaient reportés disparus depuis 2012, est devenue une preuve directe de lien. Maintenant, ce n'était plus une supposition, ni une coïncidence d'adresse, ni des preuves indirectes. C'était un fait, confirmé par le laboratoire. Selon la base de données du ministère de l'Intérieur, les données dactyloscopiques de Kamau avaient été enregistrées dès 1998, après un petit vol dans un entrepôt où il travaillait alors comme magasinier. Il avait alors été condamné à une peine avec sursis et l'affaire avait été rapidement oubliée. Mais l'enregistrement était resté dans le système, et c'est précisément lui qui a joué un rôle clé. Juridiquement, ce résultat changeait tout. L'empreinte de Kamau sur le cahier de Samuel est un lien direct entre le suspect et l'une des personnes disparues. Selon la loi, un tel résultat d'expertise équivaut à un contact personnel avec une pièce à conviction, ce qui signifie que l'enquête avait maintenant un argument en béton. À partir de ce moment, l'affaire a cessé d'être une suite de suppositions. L'enquête a officiellement reconnu Joseph Kamau n'était pas seulement le propriétaire de l'entrepôt, ni un locataire ou un gardien occasionnel. Il était celui qui avait physiquement contacté les effets personnels des personnes détenues sous terre. Le procès-verbal du laboratoire, avec le résultat de l'expertise, a été envoyé au bureau central le soir à 20h17. Une heure plus tard, un document d'extension du mandat d'arrêt international était signé. Désormais, Kamau était recherché non seulement en dehors du Kenya, mais aussi au-delà de ses frontières. Tout cela est devenu la première confirmation solide que l'affaire dépassait le cadre d'un incident local. Face aux enquêteurs se trouvait un homme qui était resté dans l'ombre pendant des années, se comportant comme un habitant ordinaire de la banlieue, et qui, en réalité, était peut-être à l'origine de l'une des plus grandes et des mieux cachées disparitions de l'histoire du pays. Après la confirmation des empreintes, les enquêteurs ont enfin eu une véritable piste. Mais même avec une preuve aussi solide, l'affaire ne semblait pas terminée. Les preuves désignaient Kamau, mais trop d'éléments de sa biographie ne correspondaient pas à l'image d'un organisateur. Il vivait modestement, sans signe de richesse, ne possédait pas de voiture, ni de biens immobiliers. La maison où il vivait était vieille, dans un quartier à loyer modéré. Selon les documents, c'était un simple retraité qui recevait une allocation. Mais dans les affaires criminelles, une règle fonctionne toujours à coup sûr. Si vous ne comprenez pas le motif, cherchez l'argent. La vérification financière a commencé par une analyse de base de ses opérations bancaires. On s'attendait à voir des zéros, de vieux comptes oubliés, peut-être des traces de petits retraits. Mais le résultat a été différent. Des virements réguliers étaient effectués sur le compte personnel de Kamau, une fois par mois, presque comme un calendrier. Les sommes n'étaient pas énormes, mais stables. Un peu plus de $500. Pour quelqu'un qui n'avait pas d'emploi officiel depuis 2009, cela semblait suspect. Le comptable du service de criminalistique a préparé une note. Tous les virements provenaient d'une seule source, une organisation appelée Hope of Africa, en français, Espoir de l'Afrique. Formellement, il s'agissait d'une fondation caritative enregistrée, créée pour aider les enfants orphelins victimes de catastrophes naturelles. Selon les documents, la fondation recevait des dons privés et les affectait à l'entretien d'orphelinats et de programmes éducatifs. Mais l'objet des virements qui arrivaient sur le compte de Kamau semblait étrange. Administrative expense, c'est-à-dire les frais administratifs. Une telle formulation est généralement utilisée lorsque l'on veut cacher la destination réelle des fonds. Les enquêteurs ont demandé des informations sur la direction de la fondation. La réponse, arrivée le lendemain, n'a fait qu'accentuer les soupçons. Le docteur Patrick Vandera, un personnage public bien connu dans le pays, était désigné comme le chef de Hope of Africa. Il était souvent présent dans les reportages télévisés, intervenait lors de conférences, rencontrait des responsables et parlait de missions humanitaires. Dans l'espace public, Vandera était une figure presque irréprochable, jouissant d'une réputation d'homme ayant dédié sa vie à aider ceux qui se trouvaient dans des circonstances difficiles. À première vue,
Le lien entre Wendera et Kamau semblait impossible. L'un, un philanthrope diplômé et décoré, l'autre, un ancien magasinier âgé vivant à la périphérie de Nairobi. Mais les paiements parlaient moi et d'eux-mêmes. Les virements étaient enregistrés depuis 10 ans à partir de 2011 et à chaque fois, la somme était versée strictement aux mêmes dates par la même agence bancaire. Lorsque les enquêteurs ont vérifié les mouvements de fonds au sein de la fondation, il s'est avéré que ces frais administratifs ne figuraient pas dans les rapports principaux. Ils n'étaient pas dans les relevés comptables fournis aux régulateurs gouvernementaux. L'argent provenait du soi-disant compte de réserve de la fondation, un compte fermé auquel seul le président avait accès. Autrement dit, tous les virements à Kamau provenaient directement de Wendera. À ce stade, l'enquête a commencé à envisager une nouvelle version. Peut-être Kamau n'était-il pas l'organisateur, mais l'exécutant. Une personne qui accomplissait des tâches pour lesquelles elle recevait des paiements stables. Et la fondation elle-même n'était qu'une couverture pour des activités qui se déroulaient dans l'ombre. L'organisation avait le motif, les ressources et surtout l'accès. Sous prétexte d'aider les orphelins, les représentants de la fondation avaient la possibilité de contacter des familles où la situation était défavorable, où personne ne posait de questions superflues et où la disparition d'une personne pouvait passer inaperçue. La fondation Espoir de l'Afrique s'inscrivait parfaitement dans ce schéma. En surface, aide, missions humanitaires, collecte de dons. À l'intérieur, flux de liquidités, dépenses opaques et des dizaines de sites fermés dans tout le pays où des refuges temporaires pouvaient officiellement être situés. Après vérification de toutes les données, la police a officiellement inscrit Patrick Wendera dans la base de données comme deuxième suspect de l'affaire. L'enquête se poursuivait désormais sur 2 fronts. La recherche de Kamau continuait, mais en même temps, le développement de la fondation et de sa direction a commencé. Ainsi, l'affaire, qui avait débuté par un appel de routine des services publics, s'est transformée en une enquête d'envergure nationale, où une organisation caritative pourrait s'avérer être l'élément central d'un schéma de disparition de plusieurs années. 3 jours après que le nom de Patrick Wendera fut officiellement apparu dans les dossiers de l'affaire, le groupe d'enquête a obtenu un mandat de perquisition pour les documents au bureau de la fondation Hope of Africa. L'opération s'est déroulée sans bruit excessif. Le bâtiment était situé dans le centre d'affaires de Nairobi, à l'un des étages supérieurs d'un complexe de bureaux où se trouvaient des banques, des agences de publicité et des représentations d'ONG internationales. De l'extérieur, des murs de verre, un logo avec un contour bleu de l'Afrique et le slogan « Aider ceux qui ont tout perdu ». Les enquêteurs sont entrés vers 9h du matin, au moment où les employés de la fondation s'apprêtaient à commencer leur journée de travail. Formellement, tout semblait impeccable. Des bureaux soignés, des archives en ordre, une comptabilité en place. Mais la première comparaison des données a suscité des doutes. Dans les rapports présentés aux donateurs internationaux, il était indiqué que l'organisation soutenait mensuellement plus de 3000 bénéficiaires dans tout le pays. Sur les listes, des dizaines de lieux, des centaines de noms, des photos, des signatures de coordinateurs. Tout semblait officiel, voire trop. Lorsque la vérification physique des adresses indiquées dans les documents a été effectuée, les chiffres ne correspondaient pas. Là où, selon les rapports, 200 à 300 personnes auraient dû résider, il y avait en réalité de petits refuges pour 20 à 30 personnes. L'écart était systématique, non accidentel. Il s'est avéré que la grande majorité des bénéficiaires n'existaient que sur le papier. Dans les documents officiels, des milliers de vies, en réalité, des dizaines. Un audit ultérieur a montré qu'une part significative des fonds reçus des donateurs passait par la fondation pendant seulement quelques jours, après quoi elle était retirée en espèces. Ce système est souvent utilisé dans la comptabilité noire, lorsqu'il est nécessaire de dissimuler la véritable destination de l'argent. Les fonds étaient encaissés par la même banque, par le même caissier, et la signature du destinataire sur les reçus appartenait invariablement à Patrick Wendera. L'enquête a demandé son dossier personnel pour comprendre qui il était avant de devenir une personnalité publique. Dans les archives du ministère de l'Intérieur, une note intéressante a été trouvée. En 2007, Wendera figurait déjà dans une enquête liée à l'adoption illégale. Il était alors question de faux documents, par lesquels plusieurs mineurs avaient été emmenés à l'étranger. L'affaire a été classée pour preuves insuffisantes, et peu après, Wendera a créé sa fondation. Cet épisode expliquait beaucoup de choses. Un homme qui avait autrefois participé à des combines d'adoption illégales devenait, quelques années plus tard,
le chef d'une grande organisation caritative. Et, sous ce nouveau statut, il obtenait un accès illimité à ceux qui étaient sous la garde de l'État et sous des fondations. Petit à petit, une nouvelle image se formait. Les enfants enlevés, détenus dans les locaux souterrains, n'auraient monde pas été utilisés comme victimes au sens propre, mais comme un instrument de machination financière. La Fondation les présentait dans les rapports comme des bénéficiaires, dont les photos étaient envoyées aux donateurs. Chaque donateur, recevant une photo et l'histoire de son enfant sauvé, versait de l'argent. Plus il y avait d'histoires, plus il y avait de recettes. L'entrepôt de Nairobi était, en substance, une ressource, une confirmation physique de ces âmes mortes. Des personnes que personne ne cherchait se transformaient en preuve de l'existence de programmes humanitaires, pour lesquels la Fondation recevait des millions. En apparence, cela ressemblait à un travail honnête, rapports, photos, signatures, lettres de remerciement. En réalité, une escroquerie de grande envergure, couverte par la charité. Les enquêteurs ont pour la première fois énoncé le motif qui expliquait tout, l'argent. Ni culte, ni cruauté, ni fanatisme. Une escroquerie ordinaire, froide, pensée dans les moindres détails et ayant duré près de 20 ans. Tout ce qui se passait dans les locaux souterrains avait un objectif exclusivement financier, créer l'illusion d'une prise en charge, afin que les rapports aux fondations étrangères fassent état de milliers de sauvés. Maintenant, l'enquête devait prouver comment les organisateurs transféraient exactement ces fonds et qui d'autres faisaient partie de la chaîne. Car il était évident que Vendera n'agissait pas seul. Devant eux se trouvaient des expertises financières, de nouvelles arrestations et une série de révélations fracassantes qui devaient enfin dévoiler l'ampleur de cette histoire. Le matin où l'opération a commencé était comme des dizaines de jours précédents de l'enquête, calme, sans signe d'un grand dénouement. Mais c'est ce jour-là que la police a décidé d'agir simultanément. À 9h40, un groupe du service de lutte contre la criminalité économique est entré dans les bureaux de la fondation Hope of Africa. Vendera se trouvait dans son bureau, derrière une cloison vitrée, se préparant pour une réunion en ligne avec des donateurs. Lorsqu'on lui a présenté le mandat, il n'a d'abord pas cru. Il a essayé de plaisanter, souriait, expliquait qu'il devait y avoir une erreur. Mais plus l'enquêteur lisait la formulation de l'accusation, plus sa main tremblait. Quelques minutes plus tard, il a été emmené menotté. Presque au même moment, à l'autre bout de la ville, près de la gare routière centrale, où se rassemblaient les bus interurbains, des patrouilleurs ont arrêté un homme qui tentait d'acheter un billet pour Mombasa. L'un des policiers l'a reconnu grâce au signalement. Un homme aux cheveux gris, avec un sac sur l'épaule et une vieille carte d'identité de conducteur à la main. C'était Joseph Kamo. Il ne s'est pas opposé, il a simplement regardé vers la route, comme s'il comprenait que le jeu était terminé. 2 heures plus tard, les 2 suspects étaient déjà dans le bâtiment de la direction centrale. Ils ont été séparés dans des bureaux différents. Les enquêteurs ont délibérément synchronisé les interrogatoires. C'est une technique psychologique qui fonctionne souvent mieux que toute pression. 2 personnes, liées par un même secret, sont assises dans des pièces différentes, mais chacune sait. Dans le bureau voisin, l'autre, peut-être, parle déjà. Vendera, comme prévu, a immédiatement choisi la stratégie du déni. Dès les premières minutes, il a affirmé avec assurance que la Fondation travaillait légalement, que tous les rapports étaient vérifiés, que les accusations étaient le résultat d'un malentendu ou, peut-être, d'une tentative de nuire à son nom. Il parlait beaucoup, calmement, choisissait ses mots, essayait de contrôler la conversation. Sa manière était calculée, comme s'il donnait une interview et non un témoignage. Kamo, au contraire, restait silencieux. Il était assis, la tête baissée, répondait par monosyllabes. Ses mains reposaient sur la table et son regard fuyait constamment. Il ne niait ni ne confirmait rien. Le silence a duré près de 40 minutes, jusqu'à ce que l'enquêteur pose sur la table une photographie, ce même cahier de Samuel Njogu et une feuille avec les résultats de l'expertise dactyloscopique. « C'est votre empreinte », dit l'enquêteur. Sur la page où est écrit le nom du garçon disparu il y a 13 ans. Kamau a légèrement tendu les épaules, mais n'a pas levé les yeux. Alors, l'enquêteur a utilisé la dernière ruse, le bluff. Il s'est penché plus près et a murmuré presque « Patrick Vendera a déjà témoigné. Il a dit que vous aviez tout fait vous-même, que vous aviez enlevé des gens et qu'il ne savait rien. Ces mots ont eu leur effet. » Le silence, qui avait duré plus d'1 heure, fut rompu presque imperceptiblement. D'abord, Kamau a simplement levé la tête, puis a regardé l'enquêteur pendant quelques secondes. Son regard oscillait entre la fatigue et le désespoir, comme s'il avait enfin compris que se cacher n'avait plus de sens.
Il a expiré et a dit doucement, mais clairement, « Je parlerai ». Mais il a promis que ce ne serait qu'un refuge. Ces mots sont entrés dans le procès-verbal. Après eux, l'interrogatoire a duré toute la nuit. Progressivement, Kamau a commencé à raconter comment il avait rencontré Vandera, comment il avait reçu de lui la proposition de s'occuper de l'entrepôt, comment des personnes y avaient été amenées et pourquoi, en voyant tout cela, il ne s'était pas arrêté. Son aveu est devenu un moment clé de l'affaire. Il a non seulement confirmé la version de l'enquête, mais a également révélé pour la première fois la mécanique interne du schéma criminel, dans lequel des vies humaines se transformaient en chiffres et en rapports pour des donateurs étrangers détachés. Ainsi commença une nouvelle étape, celle où la vérité ne pouvait plus être arrêtée, ni par l'argent, ni par les relations, ni par la peur. Après la nuit d'interrogatoire, quand Kamau s'est enfin mis à parler, l'enquête a obtenu ce qui leur manquait toutes ces semaines, une direction. Ses témoignages étaient confus, parfois ils se trompaient, se justifiaient, mais une chose est ressortie clairement. Tous les règlements financiers liés à l'entrepôt n'étaient pas effectués par la banque, mais par une comptabilité séparée, dont seules 2 personnes connaissaient de l'existence, lui et Patrick Vandera. Selon lui, toutes les sommes réelles et la répartition des dépenses étaient enregistrées manuellement, sans trace électronique, et conservées non pas dans les archives générales de la Fondation, mais dans le coffre-fort personnel de Vandera, directement dans son bureau, derrière un panneau décoratif en bois. Cette information a immédiatement changé le cours de l'affaire. Le matin même, une autorisation de perquisition supplémentaire a été émise. Kamau, à la demande des enquêteurs, était présent lors de la descente du groupe. C'était un cas rare où un suspect est amené directement sur les lieux pour qu'il indique lui-même où chercher. Lorsqu'ils sont entrés dans le bureau de la Fondation, les employés, en service après les événements de la veille, se sont écartés. Vandera était déjà en détention, le bureau était donc scellé. Kamau a désigné le mur derrière le bureau, là où, à première vue, il n'y avait rien de remarquable. Le panneau s'est avéré être mobile, derrière lui, un coffre métallique encastré, fermé par un verrou à code. Les employés ont ouvert le coffre sous procès-verbal. À l'intérieur se trouvaient 2 dossiers, l'un soigneusement étiqueté, l'autre sans signe distinctif, avec une couverture noircie par le temps et les empreintes digitales. Le premier dossier contenait exactement ce que tout le monde s'attendait à voir. Les rapports officiels de la Fondation, des tableaux imprimés, des résumés financiers, signés des cachets des donateurs et des sponsors. Sur le papier, une transparence exemplaire. Mais le deuxième dossier, c'est lui qui est devenu le point final. Il contenait des cahiers avec une écriture irrégulière et hâtive. Date, somme, courte note, tout à la main. Pas de signature, pas de cachet. En feuilletant les pages, l'enquêteur a remarqué plusieurs lignes répétées. Parmi elles, celle qui deviendra plus tard la preuve clé. Object 2, maintenance, monthly payment 64 000 KES. Aux mêmes dates, la banque effectuait des virements réguliers sur le compte de Kamau. Les chiffres correspondaient à la dernière pièce. Le objet 2. C'était cet entrepôt où les gens étaient détenus. Aucun donateur, aucun programme d'aide n'expliquait ces paiements. Il ne restait plus de doute qu'il s'agissait d'un système doté d'une structure interne précise. Objet, pupille, coursier, rapport. Tout, comme dans les affaires, mais le produit était les destins. Pour que le document acquiert une force juridique, les enquêteurs ont ordonné une expertise graphologique. Pour ce faire, ils ont prélevé des échantillons de la signature et des manuscrits de Vandera, qu'ils laissaient dans les rapports officiels de la Fondation. La comparaison a été effectuée dans un laboratoire du Service national d'expertise judiciaire. Les experts ont travaillé pendant 2 jours, et le soir du 3e, ils ont rendu leurs conclusions. L'écriture dans les cahiers trouvés correspondait entièrement à celle de Patrick Vandera. Cela signifiait que c'était lui-même qui tenait personnellement la comptabilité noire, distribuant l'argent destiné à l'entretien de l'entrepôt et au paiement de Kamau. Toute ligne de défense sur laquelle contiennent ses avocats s'est effondrée. Tous les témoignages concernant un malentendu et une erreur n'avaient plus aucun sens. À partir de ce moment, l'enquête a officiellement reconnu le chef de la Fondation non seulement était au courant de tout ce qui se passait, mais contrôlait personnellement les opérations, les gérant comme une entreprise systémique. Sa réputation brillante a disparu en une nuit, révélant la véritable structure froide, précise, bâtie sur la tromperie et la souffrance humaine transformée en chiffres. Maintenant, l'enquête entrait dans sa phase finale. Devant eux, le tribunal, qui devait non seulement déterminer la peine,
mais aussi mettre un point final juridique à une affaire devenue l'une des plus retentissantes de l'histoire du pays. Quand l'enquête a décidé de revenir à l'interrogatoire de Vandera, un silence particulier régnait déjà dans le bureau, celui qui précède quelque chose de définitif. Tous comprenaient, ce n'était pas simplement une procédure de plus, ni un protocole formel, mais un moment où un homme, qui pendant de longues années avait construit autour de lui l'illusion du bienfaiteur et de l'acteur social, allait devoir affronter pour la première fois tout ce qu'il avait bâti. Cet interrogatoire avait été méticuleusement préparé. Chaque page avait été vérifiée, les témoignages de Kamau avaient été recoupés, une chaîne logique sans aucune lacune avait été établie. Lorsque Vandera fut conduit au bureau, il avait l'air calme, bien que fatigué. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, sa chemise repassée, tout comme s'il était venu à une réunion et non à un rendez-vous avec ceux qui allaient détruire sa réputation. Son regard maintenait toujours la même froide politesse qu'il avait toujours distinguée lors de ses apparitions publiques. Il salua l'officier de service, fit un signe de tête à l'enquêteur et, s'asseyant, demanda s'il pouvait se servir de l'eau. Sa voix était calme, presque banale, comme s'il s'agissait de quelque chose de insignifiant. L'enquêteur ouvrit un dossier, rappela brièvement les dépositions précédentes, la comptabilité retrouvée, et sans un mot de plus, posa sur la table une vieille chemise usée. Les papiers s'effritaient légèrement sur les bords. Certaines pages étaient écrites à la main. Sur d'autres, de vieilles empreintes, des plis, des taches d'encre. Elles ne ressemblaient pas seulement à une preuve, mais à un témoignage vivant du temps passé dans l'ombre. Vandera la regarda, ne comprenant pas tout de suite ce qu'il voyait. Rien ne trembla sur son visage, seuls ses yeux se plissèrent légèrement, comme si son cerveau cherchait rapidement quoi dire. Il feuilleta quelques pages, et un instant, quelque chose de très humain transparaissa en lui, de la perplexité. Ses doigts tremblèrent, sa main essuya involontairement la sueur de son front. Puis, il expira et dit doucement « Ce ne sont pas mes notes. » C'est Kamau qui tenait ses cahiers. Il me faisait chanter. Cette version semblait presque convaincante. Pendant quelques secondes, même l'enquêteur la laissa planer dans l'air pour donner à Vandera l'occasion de croire qu'il y avait encore une chance de s'en sortir. Mais ensuite, il sortit un deuxième dossier, plus récent, avec le logo de la fondation. Il contenait la correspondance avec des donateurs étrangers, des dizaines de lettres, demandes d'aide, rapports, remerciements, rapports photos de personnes sauvées, et toutes portaient sa signature. Ici, vous écrivez que la fondation fournit nourriture et logement à 500 enfants, dit l'enquêteur calmement. Ici, que de nouveaux lits, vêtements et médicaments ont été achetés. Les sommes que vous demandez correspondent aux virements sur le compte de Kamau, au centime près. Il parlait sans menace, d'une voix égale, presque professionnelle, et c'est précisément cela qui rendait chaque mot plus lourd qu'un cri. Vandera resta assis en silence, son visage pâli, la tension se lisant sur ses pommettes. À un moment donné, il essaya de sourire, mais le sourire était forcé et artificiel. « Vous ne comprenez pas, dit-il finalement en regardant ailleurs. Ce n'est pas ce que ça semble être. Nous redistribuons simplement les fonds. » « Alors expliquez, répondit l'enquêteur. Pourquoi ces fonds étaient retirés en espèces et remis personnellement à Kamau? La pause dura une éternité. Vandera serra les mains sur ses genoux et pour la première fois de l'enquête, cessa de regarder son interlocuteur dans les yeux. Il resta silencieux, puis expira lourdement et baissa la tête. « Je ne répondrai plus aux questions, dit-il enfin. Je demande un avocat. » Cette phrase fut prononcée presque dans un murmure, mais dans la pièce, elle résonna comme une condamnation. L'enquêteur hocha la tête, fit une note dans le procès-verbal, ferma le dossier. C'était tout. À partir de ce moment, il n'était plus un homme avec qui l'on pouvait encore marchander ou jouer avec les mots. Ses propres documents, ses propres lettres et signatures l'avaient transformé en prisonnier de son propre système de coordonnées. Ce jour-là, lorsque Vandera fut ramené de l'interrogatoire, le couloir était vide. Seule la faible lumière des fenêtres et le léger bruit de pas sur le carrelage. Il marchait, la tête baissée, et pour la première fois, il ne ressemblait pas à un homme qui avait dirigé des fondations et des équipes, mais à quelqu'un à qui on avait même retiré la possibilité de s'expliquer. La porte se referma derrière lui, et à partir de ce moment, l'enquête passa définitivement du domaine des conjectures à celui des preuves. Tout ce qui restait était la préparation des dossiers pour le tribunal. Mais l'atmosphère dans le département restait lourde. Les enquêteurs comprenaient que cette affaire n'était pas seulement une histoire de crime et de châtiment, c'était une histoire de foi en l'humanité, de confiance utilisée contre les plus vulnérables. Et, peut-être,
C'est pourquoi le silence après l'interrogatoire ressemblait presque à un deuil, non pas pour un homme, mais pour l'illusion qu'il avait détruite de ses propres mains. Lorsque les enquêteurs eurent enfin rassemblé tous les témoignages, documents, expertises et photographies, un système terrifiant mais d'une logique implacable se dessina devant eux. Non pas le chaos, ni un mal spontané, ni un accès de folie, mais un schéma élaboré, à plusieurs niveaux, qui avait existé pendant des années. Chaque élément y avait sa place, chaque action était soumise à la froide arithmétique du profit. Ce qui, pour la société, apparaissait comme une mission humanitaire, s'avéra en réalité une fabrique où la vie humaine était réduite à une ligne budgétaire et la compassion à un instrument de tromperie. À partir des témoignages de Kamau et des documents trouvés, la séquence des actions a pu être reconstituée. Tout commençait dans les rues, ces endroits où personne ne pose de questions, où les visages disparaissent sans laisser de traces parce qu'il n'y a personne pour les chercher. Les gens étaient ramassés sous prétexte d'aide. On leur promettait de la nourriture, un toit, une participation au programme de la fondation. C'était la première phase, le recrutement. Tout se passait en périphérie, dans des quartiers défavorisés, où les patrouilles apparaissaient rarement et où l'indifférence faisait partie du paysage. Ensuite, le transport. Les gens étaient emmenés à ce qu'on appelait le objet 2. Dans les documents, il était désigné comme un abri temporaire, mais en réalité, il s'agissait d'un complexe souterrain isolé, avec un réseau de couloirs étroits, où l'on ne pouvait pas sortir sans clé. Les pièces étaient aménagées de manière rudimentaire, sans meubles, sans fenêtres. Ils y vivaient pendant des mois, parfois des années, sans savoir ce qui se passait en surface. Dans le système de la fondation, c'était la deuxième étape, le placement. Sur le papier, tout semblait humain, dans la vie, silencieux et cruel. Ensuite, le calcul économique commençait. L'entretien de ces personnes coûtait un minimum. Un peu de nourriture, de l'eau, de rares livraisons de vêtements et de médicaments. Tout cela était acheté en espèces, sans reçu ni rapport. L'essentiel était de maintenir l'apparence de la vie, afin que lors des inspections ou des reportages photos, tout semble plausible. C'était la troisième étape, entretien. En fait, il ne s'agissait pas de les aider, mais de maintenir leur existence sous une forme minimale, afin que la fondation puisse continuer à recevoir des financements. La quatrième étape, la reddition de comptes, sans doute la partie la plus cynique du stratagème. Kamau a raconté comment, plusieurs fois par an, des personnes venaient avec des caméras. Elles filmaient de courtes vidéos, prenaient des photos, enregistraient des phrases sur l'espoir pour l'avenir. À partir de ces images, des présentations étaient ensuite montées pour les donateurs. Dans certains cas, de vieilles images étaient utilisées, des mêmes personnes, mais avec des vêtements différents, comme s'il s'agissait de nouveaux protégés. Ce sont précisément ces vidéos et ces photos qui devenaient le produit. Ce pourquoi les organisations caritatives d'Europe et des États-Unis payaient. La cinquième et dernière étape, la réalisation. Après l'envoi des rapports, de nouvelles tranches d'argent arrivaient nettes sur les comptes de la fondation. L'argent était retiré en espèces. Une partie servait aux dépenses formelles, une autre à Kamau et aux autres exécutants. Tout était réparti au pourcentage près. Dans les rapports de la fondation, accessibles au public, chaque transaction était décrite comme l'achat de fournitures scolaires, la construction, le traitement médical. Aucun auditeur n'aurait pu deviner que derrière ces lignes se cachaient de vraies personnes, enfermées dans des locaux souterrains, oubliés et invisibles. Selon les calculs de l'enquête, le système a fonctionné sans interruption pendant près de 18 ans. Les premières de traces remontent à 2005, lorsque la fondation a commencé ses activités. Les dernières opérations datent de 2021. Pendant cette période, selon des estimations préliminaires, plus de 500 personnes sont passées par le système. Beaucoup d'entre elles n'ont toujours pas été identifiées, des noms qui ne figurent dans aucune base de données. Pour la fondation, ce n'étaient que des chiffres, des statistiques, des rapports. Pour les enquêteurs, des preuves que l'ampleur du crime dépassait largement les frontières d'un seul pays. Et tout cela était construit pour une seule chose, l'argent. Pas la foi, pas l'idéologie, pas la folie, seulement le profit. Chaque pas, chaque action, chaque mensonge, tout avait un sens économique. C'est là que résidait la principale horreur de l'affaire. Elle n'était pas irrationnelle, elle était calculée. Les enquêteurs, en tirant les conclusions, ont écrit dans leur rapport une formulation sèche. Motif, cupidité. Le système a été créé dans le but de tirer profit sous le couvert d'activités humanitaires.
Mais derrière cette phrase se cachait quelque chose de plus. C'était un crime non pas contre la loi, mais contre l'idée même de miséricorde. Et, peut-être, c'est pourquoi un silence régnait dans la salle où l'on discutait des résultats de l'enquête. Personne ne parlait à voix haute, mais chacun comprenait. Dans cette histoire, il n'y avait plus de place pour le hasard ou le doute, seulement un calcul froid étalé sur près de 2 décennies. Le jour que l'on attendait depuis près de 3 ans était arrivé. L'enquête était terminée, les expertises approuvées, les dossiers compilés en des dizaines de volumes, et tout devait maintenant passer entre les mains du tribunal. À l'aube, les journalistes étaient déjà devant le bâtiment du tribunal de district, bien que le procès fût à huis clos. Ils n'avaient pas été autorisés à entrer, mais tous savaient que cette audience était historique. L'affaire était trop retentissante, elle avait trop longtemps plané dans l'air. Les gens attendaient le dénouement, même s'ils n'étaient autorisés à en voir que l'ombre. La première audience commença sans faste, silencieusement. La salle était petite, les fenêtres voilées, les caméras éteintes. Sur les tables, des dossiers marqués, strictement confidentiels. Le juge, les procureurs, les avocats, quelques représentants de la presse avec un accès limité, et c'est tout. Même les noms de certains témoins avaient été modifiés dans les procès-verbaux. Le procès fut officiellement déclaré à huis clos. Parmi les victimes figuraient des personnes n'ayant pas atteint la majorité. L'État devait les protéger même après que la vérité fût connue. Lorsque le secrétaire a lu la formulation « Affaire d'abus de confiance dans l'activité caritative et d'exploitation de personnes sous la tutelle de la Fondation Espoir d'Afrique », un silence a régné dans la salle. Derrière ce nom se cachait non pas un simple crime, c'était une escroquerie systémique, étendue sur près de 2 décennies, où l'humanisme était une façade et la cupidité, le fondement. Le procureur a énoncé les 3 chefs d'accusation principaux, création et direction d'un groupe criminel organisé, enlèvement et séquestration de personnes, fraude à grande échelle, impliquant l'exploitation intéressée. Chacun de ces chefs d'accusation portait son poids, mais ensemble, ils constituaient ce que les juristes appellent une combinaison de crimes d'une gravité exceptionnelle. Le tribunal a d'abord entendu l'exécuteur, Joseph Camo. Il a été introduit dans la salle sous escorte. Pendant toute la durée du procès, il n'a pas levé la tête, n'a pas regardé le juge, n'a pas tenté de se justifier. Sa confession, donnée lors de l'enquête, est devenue l'un des éléments clés de l'accusation, et c'est pourquoi le tribunal a pris en compte sa coopération active à l'enquête. Le procureur a lu la sentence, 25 ans de prison avec une restriction ultérieure du droit d'occuper des postes liés au travail dans les structures sociales. Cette décision sonna sèchement, mais chacun dans la salle comprit que pour Kamau, c'était la fin de sa vie en liberté. Il avait reçu la peine minimale possible pour de telles accusations uniquement parce qu'il avait donné à l'enquête ce sans quoi l'affaire aurait pu stagner. Son accord n'avait pas sauvé sa personne, mais la vérité. Lorsque le verdict fut lu, Vandera resta immobile. Aucun muscle de son visage ne tressaillit. Il ne se tourna pas vers Kamau, ne se permit ni mépris ni pitié. Seulement ses doigts joints, blanchis par la tension. Il attendait son tour. Quelques minutes plus tard, son moment arriva. La juge tourna la page, lut le nom de famille et commença à lire la décision qui, en substance, avait déjà été prédéterminée depuis longtemps. Le chef de la Fondation Espoir d'Afrique, reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Sa signature figurait sur les rapports falsifiés, ses ordres personnels apparaissaient dans les schémas de transfert d'argent. Son écriture était confirmée par les expertises. Tout ce qu'il niait existait désormais dans les dossiers sous forme de faits irréfutables. Le procureur prononça la formule, qui sonne toujours lourdement même pour les juristes les plus expérimentés. Organisateur d'un groupe criminel, ayant agi pendant une longue période avec une cruauté particulière et en utilisant sa position officielle. Ces mots traversèrent la salle. Tout ce qui avait jadis semblé être un projet humanitaire devint désormais définitivement un crime, sans justification possible. Le verdict fut prononcé sans pause, presque banalement. Réclusion à perpétuité avec exécution de la peine dans une colonie pénitentiaire à régime strict. La juge lut la formule jusqu'au bout et posa les feuilles de côté. Vandera ne se leva pas. Il resta assis, fixant un point, comme s'il savait déjà tout. Pas un cri, pas une tentative de contester, seulement le silence et un léger bruissement de pages lorsque le secrétaire rédigea les documents. Cette décision ne marqua pas seulement un point final au sens juridique. Le tribunal a achevé ce qui avait commencé près de 20 ans plus tôt dans les sous-sols, où l'on promettait des soins, mais où l'on apportait la souffrance. Désormais, la vérité avait la forme d'un jugement.
la signature d'un juge et le sceau de l'État. Quand la séance fut terminée, personne n'applaudit, personne ne prononça de mots. Le juge sortit le premier, suivi du procureur. Dans la salle ne restèrent que les chaises, l'air froid et le sentiment d'un immense vide, comme si la justice avait été rendue, mais qu'avec elle, quelque chose d'humain, d'irrécupérable, s'en était allé. Et bien que ce fût la fin de l'affaire judiciaire, pour les enquêteurs, l'histoire ne s'est pas terminée. Des dizaines de noms sans confirmation restaient dans les archives, des traces sur de vieilles photographies, des visages que personne n'avait pu identifier. La prochaine enquête devait commencer avec eux. Après le prononcé du verdict par le tribunal, survint ce rare moment pour de telles affaires. Le silence. Non pas un silence de soulagement, ni de sentiment d'achèvement, mais un silence induit par la tâche la plus ardue à venir, ramener les gens à la vie. Enquêteurs, psychologues, médecins, représentants des services sociaux commencèrent de ce qui sera plus tard appelé la phase de réhabilitation. Ce n'était pas un simple post-scriptum, c'était une véritable bataille pour le destin de ceux qui avaient vécu ce dont on ne parlait désormais qu'à voix basse. Les premières semaines après le procès, ils travaillaient 24 heures sur 24. Ils établissaient des listes, vérifiaient les documents, recherchaient les proches. De nombreux noms figuraient dans les archives, avec la mention « non identifié ». Certaines personnes n'avaient plus de famille du tout, d'autres avaient en quitté le pays, d'autres encore avaient été déclarées disparues 10 ans plus tôt. Après plusieurs mois, il fut possible d'identifier et de confirmer l'identité de près de 200 personnes. 189 personnes furent réunies avec leurs familles. Cela semblait un miracle, étant donné le nombre d'années qu'elles avaient passées isolées du monde. Les autres furent placées sous la tutelle de l'État, dans de nouveaux abris, créés sous le contrôle du ministère de la Protection sociale. Là, on leur a fourni une assistance médicale et psychologique, et surtout, la possibilité de tout recommencer, même à partir de zéro. L'entrepôt, où tout avait commencé, ne devint ni musée ni mémorial. Sur décision de la mairie, il fut démoli. Les couloirs souterrains, les puits de ventilation, les restes de portes métalliques, tout cela fut comblé et recouvert de béton. Les autorités municipales expliquèrent simplement « certains lieux ne devraient pas rester sur la carte ». Les habitants des environs racontèrent qu'après la démolition, une odeur d'humidité persista longtemps, comme si la terre elle-même cherchait à se débarrasser de la mémoire. À l'emplacement de l'ancien complexe fut ensuite aménagé un petit square, sans plaque, sans explication. Seulement des arbres, jeunes, minces, mais vivants. Pendant ce temps, le gouvernement kényan a réagi rapidement et fermement. Presque aussitôt après le prononcé du verdict, une commission spéciale a été créée pour contrôler toutes les fondations caritatives opérant sur le territoire du pays. Cette vérification a été nommée Transparence 21. Elle comprenait des juristes, des auditeurs, des représentants d'organisations publiques et des observateurs internationaux. À ce moment-là, plus de 600 fondations caritatives opéraient officiellement au Kenya et 30 d'entre elles ont déjà révélé de graves violations au cours des premières semaines. Plusieurs organisations ont été privées de leur licence. Pour certaines, les comptes ont été gelés. Parallèlement, le gouvernement a modifié les règles de financement international. Désormais, chaque subvention étrangère devait passer par un système d'audit à plusieurs niveaux. Tous les virements, même les plus petits, étaient enregistrés. Les donateurs se sont engagés à envoyer des inspecteurs personnellement et non à se fier aux rapports. Les fondations, à leur tour, ont été obligés de fournir non seulement des rapports financiers, mais aussi des preuves photographiques de projets réels, certifiés par des structures indépendantes. Ces mesures ne pouvaient ne pas ramener le passé, mais elles constituaient un premier pas pour que ce système ne puisse plus exister dans l'ombre. Lorsque les enquêteurs signèrent les documents finaux, l'affaire fut officiellement marquée, classée. Elle portait le nom de « Les enfants sous Nairobi ». Derrière ces mots se cachait non pas une simple histoire de crime, mais un miroir de la société, de sa cécité, de sa crédulité et de sa foi en de belles enseignes. Cette affaire a montré que le mal peut paraître respectable. Porter une cravate, sourire depuis une tribune, recevoir des récompenses pour l'humanisme. Mais même après le procès, après les réformes et les contrôles, un sentiment d'inachevé persistait. Dans l'un des rapports finaux, l'enquêteur avait écrit une courte phrase. L'existence de structures similaires dans d'autres régions n'est pas exclue. Elle n'était pas étayée par des preuves, mais elle n'a pas été supprimée du texte, car tous comprenaient, si un tel système avait pu exister pendant près de 20 ans et recevoir des millions de dollars de mains bienfaisantes, alors
Peut-être, ce n'était pas le seul. L'histoire de la fondation Espoir d'Afrique s'est achevée par un verdict, mais la trace qu'elle a laissée continue de vivre dans les nouvelles lois, dans les documents, dans la mémoire humaine. Et pourtant, le plus important qu'elle ait révélé, le crime peut rester des années au milieu de la rue, souriant aux passants, et personne ne le remarquera. Cela signifie que la principale leçon de cette histoire est de regarder plus attentivement, car, comme il s'est avéré, les choses les plus sombres se cachent souvent non pas dans les sous-sols, mais sous les enseignes de la bonté.